cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. L'amour, oui, l'amour, c'est à la fois le meilleur qui peut nous arriver, mais c'est aussi le pire, parce que quoi de plus douloureux que la perte de celui qu'on aime ? Apprendre le décès de celui avec qui on partage sa vie durant des années, surtout si c'est en plus inattendu, c'est vrai que c'est une douleur d'une intensité inouïe. Et bien sûr, une rupture, ça provoque également une terrible souffrance. Stéphane Clerget est mon invité et il a envie d'évoquer avec vous le mal d'aimer, avec toutes les nuances que nous pourrons aborder tout au long de ces 2 heures. Mais j'aime rappeler qu'il n'y a que les êtres qu'on aime qui peuvent nous faire souffrir. Mais on n'est pas tous égaux face à la perte de l'être cher, qu'il soit donc en train de nous quitter ou qu'il ait disparu. Et c'est ce que pourra nous expliquer Stéphane Clerget, comme il pourra nous donner des pistes pour peut-être moins souffrir, ou en tout cas pour pouvoir rebondir après cette perte douloureuse. Si vous avez envie de réagir, de venir nous parler de ce chagrin d'amour, eh bien je vous invite à nous rejoindre, et pour ça vous composez le 0826 300 300. Bonjour Stéphane Clerget. Bonjour Brigitte. Et oui, il n'y a que les êtres qu'on aime qui peuvent nous faire souffrir. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, c'est une belle formule. Il est vrai qu'aimer c'est formidable, être aimé ça l'est davantage, mais il y a toujours la prise de risque que cette histoire cesse ou s'atténue. Et les ruptures et les deuils, c'est effectivement aussi douloureux qu'une histoire d'amour peut nous procurer du bonheur. Mmh. Alors, c'est difficile, évidemment, de rebondir après un échec amoureux ou une rupture ou une disparition. Hein. Mais on n'est pas tous égaux, me semble-t-il. Hein. Non, d'abord, effectivement, on n'est pas égaux face à l'amour. On n'investit pas l'autre de la même manière. Et puis, on n'investit pas non plus chaque personne de la même manière. Hein. Donc, il y a des histoires d'amour qui vont nous faire du mal et d'autres encore davantage. On n'est pas égaux parce que on a plus ou moins de mécanismes de défense face à la rupture, on a plus ou moins d'estime de soi qui nous permet de supporter l'éloignement de la personne qu'on aime. On n'est pas égaux aussi en fonction de son âge, peut-être, en fonction de son sexe, pourquoi pas, et des liens affectifs aussi qu'on a pu avoir évidemment avec les premières personnes qu'on a aimées, c'est-à-dire celles qui nous ont élevés. Et puis il y a des périodes aussi où on est plus ou moins résistant à un chagrin d'amour, à une rupture, des périodes dans la vie où on est plus ou moins solide. Et le fait aussi d'avoir connu peut-être d'autres ruptures antérieures, ça peut aussi soit nous renforcer, soit nous fragiliser, parce qu'il y a des plaies qui sont mal refermées et des plaies antérieures qui peuvent s'ouvrir à l'occasion d'une rupture. Et là, la douleur est redoublée. En fait, on ne sait pas très bien comment on va réagir finalement. Hein. Il y a trop de paramètres pour pouvoir vraiment... oui, c'est vrai qu'il y a une part de surprise. D'inattendu, oui. D'inattendu, en effet, oui. Oui. C'est un peu la surprise de l'amour aussi. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas forcément à tomber amoureux et on ne s'attend pas forcément à souffrir autant quand il y a une rupture. C'est ça, c'est que quand on anticipe, on imagine que ça va être très douloureux. Et moi, j'ai vu des personnes qui ont été surpris ou surprises dans les de deux souffrir sens. tant. Oui, ou pas autant. Oui, oui. Parce que l'histoire était brève, était courte en apparence. Ils ne se rendaient pas compte combien elle représentait quelque chose, et la rupture a été étonnamment douloureuse. J'ai l'impression quand même que ça dépend de notre capacité à rebondir en règle générale. Oui, vous êtes d'accord aussi. avec ça ? C'est-à-dire avec nos ressources intérieures finalement. Oui, bien sûr. C'est vrai que si on met tout ce qu'on a dans l'autre, c'est évident que quand l'autre part, il y a une amputation. Et si on a mis tout ce qu'on était, il ne nous reste plus grand-chose. Mais effectivement, si à la base on a un terreau plus solide, un noyau dur affectif, si on a été aussi bien aimé évidemment dans son enfance, on est plus résistant à ce type de tempête émotionnelle. Vous parlez d'amputation, le terme est fort et en même temps je le trouve assez imagé. Est-ce qu'il peut y rester justement des douleurs fantômes, comme lorsqu'on a perdu un membre toute sa vie finalement, Oui, me semble-t-il. C'est une belle image. C'est vrai qu'on
on pourrait parler de douleur fantôme. Vous avez raison, c'est-à-dire que l'autre finalement est remplacé parfois par un fantôme et parfois par une douleur. C'est-à-dire que la douleur, même parfois physique, on peut aussi avoir des troubles physiques après une rupture amoureuse, vient occuper la place manquante, enfin la place que l'autre a délaissée en attendant de la remplacer par quelque chose de plus positif. Mais oui, il peut y avoir des douleurs fantômes, c'est vrai. Qu'on ignore plus ou moins, mais qui de temps en temps peuvent faire mal. Oui, et qu'il est, vous avez raison, important de repérer si on veut justement s'en départir. Mais c'est vrai sur le plan psychologique, c'est des douleurs psychologiques, mais quand on parle de douleurs fantômes, c'est des douleurs aussi physiques. Et parfois, effectivement, si on a des douleurs physiques, des troubles physiques après une rupture, ça peut poser question. Et la réparation de cette douleur-là, elle peut passer justement par une reconnaissance de cette douleur affective, de cette rupture, dans notre capacité à établir un lien pour pouvoir justement s'en débarrasser et aller de l'avant. On parle d'ailleurs du syndrome du cœur brisé, qui a été reconnu sur le plan médical maintenant. Oui, une vraie. Ça ressemble un peu à une crise cardiaque. C'est pas tout à fait ça, mais ça peut avoir les mêmes conséquences. Oui, le choc d'une rupture amoureuse peut être terrible. Ça peut nous tuer. On peut mourir d'amour, c'est une réalité. Et on peut parler aussi, et je crois que c'est ce que va nous raconter Mathieu, on peut aussi parler d'une douleur qui n'est pas forcément due à la perte, mais qui peut être due à une sensation de trahison, d'infidélité. Oui, c'est encore autre chose. Oui. C'est encore autre chose, il y a la mais perte, ça peut faire mal. Se rajoute en plus, oui, le sentiment d'humiliation, la perte de confiance dans les êtres en général. Donc ça peut aller au-delà du simple chagrin d'amour. Et puis il y a d'autres types de douleurs dans le mal d'aimer, mais on n'aura sans doute pas le temps de toutes les évoquer, mais je pense notamment tout simplement à la jalousie, qui peut être quelque chose de douloureux aussi. Quand elle est très très forte, oui. Qu'on soit soi-même jaloux, jalouse, ou qu'on vive avec un jaloux, une jalouse, ça peut être aussi pénible. Oui, ou quand on réalise qu'on est avec quelqu'un mais qui ne correspond absolument pas à nos besoins, ou qui en tout cas est par exemple terriblement dépensier ou addict à je ne sais quoi, enfin bref. Oui, être amoureux de quelqu'un qui nous fait du mal, involontairement peut-être, mais qui nous fait souffrir malgré tout. Et qu'on n'arrive pas à quitter. À cause du lien affectif, oui. Et on parle de tout ça avec vous sur Sud Radio, on a des choses à dire, je crois que 2 heures ne suffiront pas pour aborder tous les angles. 0826 300 300, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous et nous parlons du mal d'aimer, de la souffrance que provoque l'amour. Et nous avons Mathieu qui commence pour témoigner. Bonjour Mathieu. Bonjour Brigitte et bonjour Stéphane. Bonjour. Donc vous êtes marié depuis 20 ans. C'est ça, exactement. Je suis marié depuis 20 ans, j'ai 50 ans. Je suis chef d'entreprise dans l'industrie du textile et en ce moment le textile se porte, c'est un peu maussade. Et j'ai pas mal de pression. Et je suis dans un état un peu, pas déprime, mais j'ai ressenti quand même un coup. Mais surtout à cause de votre vie affective, j'imagine. Non, alors là, non, on va uniquement professionnel. D'accord. Et donc je vais voir ma femme, je lui dis voilà, chérie, en ce moment les affaires sont difficiles. J'aimerais que tu m'aides parce que je me sens un peu démunie, j'ai besoin de soutien. Oui. Et elle me dit, écoute, moi je serai toujours là pour toi, mais là j'ai besoin d'une pause. Je dis une pause, mais je te demande de l'aide et c'est à ce moment-là que toi tu me laisses tomber. Elle me dit oui, mais tu sais... enfin je sais pas, mais je lui dis mais on a plus d'argent, on a moins d'argent, c'est pour ça que tu t'en vas. Elle me dit non, ça n'a rien à voir, c'est sentimental. Alors je lui dis mais tu m'aimes plus?
Elle me dit, si, je t'aime toujours. Alors, c'est que tu as un amant. Et là, elle me dit, effectivement, j'ai un amant. Bon, je le prends assez bien. Oui. Je me dis, bon, ça fait 20 ans de mariage. Nos relations rentrent dans un train-train, une monotonie, et se dégradent sexuellement. Donc je me suis dit, bon, même si elle va voir ailleurs une fois en 20 ans, je vais pas... J'ai oublié de vous dire un truc. C'est pour ça que je vous disais que j'étais pas en forme. Je suis tombé en panne d'érection il y a 15 jours. Donc avant qu'elle vous annonce qu'elle a... Avant qu'elle m'annonce. D'accord. Avant qu'elle m'annonce. 3 jours avant. Ce qui peut tout à fait être dû au stress, c'est pas... C'est ce que je pense. Je suis quand même allé voir un médecin, j'ai quand même fait des prises de sang. Il m'a conseillé d'aller voir un psy. Je sais plus où j'en étais avec ma femme. Ben vous veniez de nous dire qu'elle avait pris un amant et que vous le preniez finalement plutôt bien. C'est vrai, plutôt bien. Donc pour revenir sur cette histoire d'érection, je vais voir un psy. Et là le psy me dit, mais peut-être que votre symptôme peut être aussi un moyen de laisser justement un peu le champ libre à votre partenaire. Et bon, le médecin m'avait quand même... Alors c'est une interprétation qui n'a de sens que si elle vous en donne, Mathieu. C'est-à-dire si ça vous paraît... Oui. Vous voyez, parce que... je trouvais que c'était pas mal. D'accord. Et justement, en refaisant l'amour avec ma femme, après cette intervention chez le psy, ça a marché. Ça n'a pas marché super, mais ça a marché. Je m'inquiétais quand même. Et on l'a refait peut-être le lendemain et ça a encore mieux marché. Donc j'ai dit super, génial. Et puis donc ma femme continue son aventure avec son amant. Et bon, là la jalousie s'installe. Je veux savoir qui c'est, elle me dit pas. Je vais un peu fouiller sur son ordinateur, je tombe sur des messages. Et le psy, vous avez pas dit d'éviter tout ça ? Je l'avais déjà fait. D'accord. Je l'avais déjà fait. Je suis peut-être pas dans un ordre chronologique impeccable, mais bon. Je vois la personne qui c'est. Bon, je l'appelle. Je sais pas trop quoi lui dire au téléphone. Je lui dis, écoute, je pense que j'ai voulu t'appeler pour te dire que je le savais. Et puis ça en reste là, on raccroche. Et ensuite, ma séance chez le psy avait tellement bien marché, je me suis dit peut-être avec ma chérie, ça serait sympa d'y aller ensemble. On a quand même des relations sexuelles qui se dégradent. Donc on va chez le psy ensemble. Et si vous voulez, il dit plutôt que cette pause, c'est plutôt un choix entre l'amant avec qui tout se passe bien, même mieux que ça n'a jamais été, si on sait dire. Et donc il dit que c'est plutôt un choix entre l'amant ou le mari, disons, le truc un peu plan-plan. Ensuite... Moi, ce que j'entends quand même, Mathieu, c'est que ce psy a l'air de pas tellement vous réconforter, mais plutôt de vous accabler. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Stéphane Clerget, mais enfin, on a l'impression que
peut-être que ça vous fait du bien, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être travailler sur votre masochisme et votre culpabilité, hein, Mathieu. Parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il vous remonte le moral, et on sent bien que vous êtes, vous n'allez pas très bien. Donc c'est peut-être important quand même de prendre conscience de ça, parce que je suis d'accord qu'on peut aller voir un psychanalyste à un moment donné pour découvrir qui on est vraiment, et à ce moment-là, on fait un travail en profondeur. Mais là, ce que vous avez besoin, c'est d'une aide. Parce que justement, entre le travail qui va pas bien, plus cette découverte qui, quoi qu'il en soit, Stéphane en parlait il y a un instant, la jalousie, c'est de toute façon toujours douloureux, et ça peut être dévastateur, comme ça semble être le cas de plus en plus. Tout à fait. Oui, Stéphane. Oui, parce que à l'origine, finalement, vous avez exprimé une douleur, ça allait pas dans vos affaires, vous avez attendu un soutien de votre épouse. Et elle vous a répondu, pas de soutien possible, et en plus j'en ai même Non, au contraire, elle m'a dit je serai toujours là pour toi. D'accord. Oui, enfin, ça reste à discuter, cette phrase. Est-ce qu'elle est là pour vous? Est-ce qu'elle vous soutient dans vos difficultés professionnelles? Ah pas du tout, là, au contraire, là, je me sens encore plus dans le fond. Oui. Oui. Encore plus dans le fond. Parce que là, vous rencontrez du coup une deuxième difficulté, et à la fois dans votre couple et à la fois dans votre travail. Ouais, tout à fait. Donc là, comme dit Brigitte, il faut vraiment mettre l'accent sur sur votre établissement. C'est-à-dire que là pour l'instant, vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutient pour que vous retrouviez un peu confiance en vous. Alors j'ai trouvé, parce que donc ma femme m'annonce ensuite que elle décide de partir chez une amie pour se retrouver elle-même. Donc ma femme qui part du foyer, ça m'a quand même mis un deuxième choc. Et là, j'ai appelé effectivement un membre de ma famille pour venir un peu me remonter le moral. Et, bien sûr, c'est une bonne initiative, ça. Ouais, et ça m'a fait beaucoup de bien, effectivement. Effectivement, elle m'a un peu regonflé, elle me dit que j'étais beau, séduisant. Ça m'a fait du bien. C'est toujours la même histoire, Stéphane Clerget. C'est que on ne sait pas quelles sont les relations réelles dans ce couple, mais ce qu'on entend bien, c'est que cette femme, pour l'instant, elle est totalement dans son histoire nouvelle avec cet homme, et quelque part vous n'existez plus pour elle, enfin au sens symbolique du terme. Exactement. Elle ne pense, ses pensées sont tournées vers lui. Oui. Et en plus, si vous voulez, il s'envoie des messages. Mais si vous voulez, j'ai pas pu voir. Il faut déjà arrêter d'aller. Non, mais arrêtez de fouiller, Mathieu. Vous vous faites du mal. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que pour l'instant, vous ayez une sorte de socle qui vous permet de tenir le temps qu'il va falloir tenir. Tout à fait. Vraiment, je vous assure. Parce que, après, évidemment, on peut se dire qu'il y a un lien entre vos difficultés professionnelles, le fait que vous ayez un peu perdu confiance en vous, perdu une certaine aura, et du coup, ça l'a peut-être détaché de vous. Il est possible qu'il y ait un lien. Mais pour autant, là, vous vous retrouvez seul avec vos difficultés. Donc, manifestement, vous n'avez plus grand-chose à attendre d'elle pour le moment. En tout cas, c'est pas d'elle que vous allez avoir un soutien. Donc, c'est en dehors d'elle qu'il va falloir le trouver, dans votre entourage amical, familial ou professionnel. Oui, je crois que c'est vraiment important de comprendre ça, Mathieu. Et puis, comme je le dis souvent, quand on est comme ça face à ce genre de situation, soit on est très très triste et parfois même dépressif, ou alors on est très en colère. Et parfois un peu de colère, ça permet aussi de se sentir un peu mieux. Vous avez le droit d'être un peu en colère contre elle, parce que franchement, quand on vous dit je serai toujours là pour toi et qu'on se conduit comme ça, il y a quand même quelque chose qui est pas tout à fait cohérent. Donc vous avez le droit d'être un petit peu en colère contre elle, Mathieu, évidemment. On fait une petite pause et on voit bien les ravages que peuvent provoquer l'amour. Et on se retrouve dans un instant avec vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite.
Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Jacques Pradel, avec les caméras qui identifient nos visages, est-ce qu'il n'y a pas un problème de liberté? Moi, l'observateur que je suis trouve que les inquiétudes des citoyens sont légitimes. Il y a des algorithmes qui permettent de repérer des gens qui ont un comportement particulier dans une foule, etc. Des caméras sonores qui enregistrent le débit de parole de gens qui sont ciblés par l'intelligence artificielle. Encore faut-il savoir quel prix on est prêt à payer pour notre sécurité. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Stéphane Clerget, nous parlons de la douleur d'aimer, enfin la douleur, le bonheur quand ça va bien, mais la douleur quand ça va mal. Et évidemment, on vous invite à nous appeler quand ça va mal. Et c'est Sophie qui est avec nous maintenant. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Alors, bonjour. Oui, allez-y. Bonjour Brigitte et bonjour Stéphane. Bonjour Sophie. Oui, voilà. Alors moi j'appelle en fait parce que moi j'ai une rupture qui est récente. Ça fait 15 jours. Oui, c'est très récent. Voilà. Oui, alors c'est moi qui ai arrêté, mais c'était une histoire compliquée puisqu'en fait, si vous voulez, on a commencé à se fréquenter. Il était encore avec sa copine de l'époque. C'était quelqu'un qui était dans le même groupe d'amis que moi, on était amis à la base, et en fait ça n'allait pas du tout dans leur couple, mais ils avaient un enfant ensemble, donc en gros ils voulaient pas se séparer, et donc on a commencé à se fréquenter comme ça un petit peu, et puis moi j'attendais pas grand chose, mais bon, j'appréciais bien les moments qu'on passait ensemble, et puis finalement ils se sont séparés. Mais il n'a pas voulu s'engager avec moi parce que par rapport à elle, et puis parce qu'elle est très... c'est quelqu'un de très jaloux et qui est vraiment excessif. Et donc ça a duré 6 mois comme ça, et dernièrement là, moi j'ai un peu... j'ai pas posé un ultimatum, mais j'ai un peu voulu que les choses avancent, et lui il n'était pas tellement prêt. Et en plus, elle a commencé à dire des mensonges sur moi, à me menacer, à faire du chantage à nos amis. Il continue à la voir ? Non. Non, mais il continue à avoir des relations par rapport à l'enfant. D'accord, ils ont un enfant ensemble, ok. D'accord. Voilà, c'est ça. Oui, il y a un lien, bien sûr. En fait... voilà, et puis lui, il n'était pas non plus prêt à s'engager, je pense, par rapport à elle, et puis par rapport à lui, parce que il avait vécu une relation pendant 3 ans qui était plutôt toxique, donc il n'était pas forcément prêt à se réengager de suite, ce que je comprenais. Mais au bout d'un moment, voilà, et donc la dernière fois qu'on a eu une discussion, en gros, il m'a dit, et ça a été horrible pour moi, il m'a dit en gros, je suis pas amoureux de toi, mais je veux bien qu'on fasse semblant. Et donc là, j'ai dit non. Ça, c'est quand même quelque chose que j'entends de plus en plus, Stéphane Clerget, ce genre de phrases qu'on dit à l'autre. Quel est l'intérêt, cette sorte de transparence, d'être sincère vis-à-vis de l'autre? Enfin, pourquoi dire une chose pareille? Oui, alors si c'est pas pervers, ça peut l'être aussi, parce que c'est quand même un peu vachard que de dire ça, parce que ça place l'autre dans une situation où il accepte l'inacceptable. C'est en tout cas très 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 égotiste, très égocentrique. C'est-à-dire qu'on ne tient pas du tout compte de l'autre et du bien-être de l'autre. Oui, enfin ça me paraît inacceptable à entendre en tout cas. Oui, c'est effectivement inacceptable, et c'est pour ça que Madame a bien fait de ne pas l'accepter. D'ailleurs. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit que quitter l'autre peut être aussi douloureux. C'est-à-dire que c'est pas uniquement bien quand sûr. On est quitté que c'est douloureux, surtout quand on est comme ça mis le pied au mur. Finalement, cette personne n'a pas eu le courage de mettre un terme à la relation. De mettre un terme à la relation, mais à placer sa partenaire dans cette situation. C'est très lâche. Oui, Sophie, je crois. Vous avez eu raison de partir. Oui, allez-y, je vous en prie, Sophie. Oui, ça c'est sûr. Moi, j'ai plutôt eu le sentiment, en fait, que lui, la relation pour lui aller comme ça, donc voilà quoi. Enfin, il avait pas envie de partir parce qu'il était bien quoi. Enfin, mais il avait
Enfin, j'ai plutôt senti... Oui, mais vous avez certainement raison. Sans doute que c'était bien pratique pour lui. Mais comme il n'avait pas envie que vous l'envahissiez plus par vos émotions et vos sentiments, il vous sort quand même quelque chose qui est assez inacceptable. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de vous dire ça. Il pouvait vous dire, écoute, oui, on passe de bons moments ensemble, profitons-en. Et puis là, c'est vous dire quelque chose d'agréable. Mais pour l'instant, je peux pas te promettre plus. Et là, il mettait aussi une précaution pour que vous sentiez bien qu'il n'y avait pas d'engagement plus possible pour l'instant. Et là, il n'y avait rien de blessant dans ce qu'il vous disait, vous voyez. Donc quand il vous dit ça, c'est quand même. Alors je ne sais pas si c'est fait vraiment consciemment, mais en tout cas c'est quand même très blessant. Oui, ce côté. Je sais pas. Pardon. Faire semblant, c'est quand même simuler, quoi. Enfin, c'est comme. C'est ça, c'était faire semblant devant les copains, machin. Parce que bon, évidemment, ce genre de situations qui ont fait que tout le monde, il y avait des rumeurs, des machins, donc c'était assez désagréable aussi. Et moi, j'en avais un peu marre, quoi. Et c'est vrai qu'après, j'ai voulu une explication, en lui disant mais pourquoi t'as dit ça? Donc là, il s'est défilé en disant non, mais j'ai jamais dit ça. Bah si. Et puis il a essayé de m'expliquer un truc, clairement j'ai pas compris en fait. Et c'est vrai que depuis, je suis assez angoissée, je suis triste, mais je suis surtout angoissée en fait. Oui, mais alors Sophie, c'est intéressant ce que vous dites parce que cette angoisse qu'on peut avoir après une rupture, elle est assez fréquente et Stéphane Clerget va vous expliquer parce que c'est vrai que c'est pas pareil que la tristesse. La tristesse, évidemment, on fait un peu le deuil de ceux ou celles qu'on avait et l'angoisse, c'est l'angoisse de est-ce que je vais retrouver l'amour? C'est un peu ça la question. Est-ce que je vais rebondir? Est-ce que je peux à nouveau aimer quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux à nouveau être aimé? C'est l'incertitude face à l'avenir. Et pour répondre à cette angoisse, il faut se dire qu'il n'y a pas forcément urgence à aimer ou à être aimé. Il faut déjà s'aimer soi à nouveau, évidemment, mais se donner aussi un peu le temps. Et c'est une angoisse du vide aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on avait l'habitude d'avoir un tel au téléphone régulièrement, de le voir, ça remplissait un petit peu, si je puis dire, notre emploi du temps. Et tout d'un coup, c'est un truc qui est parti et ça met du vide. Et c'est ça qui, à mon avis, provoque beaucoup d'angoisse. Et comment lutter contre ça? Il faut se remplir son emploi du temps par différentes activités, par à nouveau des relations avec des gens. Et je crois que c'est ça qu'il faut que vous puissiez vous organiser pour que votre emploi du temps il n'y ait pas des grands creux. Vous voyez ce que je veux dire, Sophie? Sophie? Oui, tout à fait. C'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'ai essayé de faire et après c'est vrai aussi que ça vient d'une autre rupture que j'ai vécue il y a très très longtemps. Enfin il y a 7 ans. Ça réactive, oui. Ouais, parce que quand on s'est séparés à ce moment-là, ça a été très dur pour moi et de suite, la personne avec qui j'étais a rencontré quelqu'un et a refait sa vie énormément vite. Enfin, et ça a été très dur. Et je crois que j'ai un peu peur de ça aussi, qu'en fait, moi, il m'ait pas aimé, mais qu'il rencontre quelqu'un qu'on vous remplace aussi facilement, c'est ça? Ouais. Oui. Oui. Ouais. Ça touche évidemment votre estime de vous-même, qui à ce moment-là est à nouveau fragilisée. Ouais, je vois. Donc il faut pas hésiter peut-être à aller voir quelqu'un, 2-3 séances pour reprendre confiance en vous. Vous avez, en tout cas, Sophie, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez eu raison et vous vous êtes respectée en le quittant. C'est ce que je me suis dit, oui. Donc ça, c'est une preuve que quand même vous vous estimez et vous vous respectez. Appuyez-vous sur ça. Oui. Et puis après, le temps qui passe, qui permet de panser nos plaies. Oui. Bon courage, Sophie. Merci. Bon courage. On voit bien, aussi bien le témoignage de Mathieu que le témoignage de Sophie, à quel point ça ravage. Oui, il y a un vrai sentiment d'abandon. On se retrouve effectivement, comme vous le disiez, seul, comme un enfant qui perdrait ses parents d'un seul coup. Et
On se sent un peu comme un enfant et tout ce qu'on a mis dans l'autre, on a l'impression qu'on l'a perdu et à la fois on a l'impression de... Parfois, là, c'est ce qui apparaît aussi, le sentiment de trahison. Et ce qui est terrible, c'est qu'après, on a parfois du mal à faire confiance à quelqu'un d'autre. Et on voit des gens qui, après une rupture amoureuse, n'osent plus s'engager dans des histoires. Et même certaines personnes qui se suicident tellement l'angoisse ou la douleur est trop forte. Donc ce n'est pas à prendre à la légère, évidemment. On continue avec Thomas qui va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une après à Stéphane Clerget. Thomas, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, première question. À quel âge vous avez eu votre plus gros chagrin d'amour ? Mon plus gros chagrin d'amour, alors, je dirais que c'était dans les premiers, vers 20 ans. 20 ans, ouais. D'accord. C'est vrai que le premier, il est souvent très douloureux, évidemment. Bah oui. Et maintenant, le cuir s'est renforcé un peu. D'accord. Le cuir, non, peut-être l'estime de vous-même. C'est pas forcément que l'extérieur, c'est parfois par l'intérieur que ça se renforce. Deuxième question, est-ce que ça vous arrive d'imaginer ou de désirer ou de fantasmer être une femme ? Non. En vrai, je sens qu'il y a un côté très féminin chez moi, quelque chose de très sophistiqué, de raffiné, qui peut être enclin. J'aime mieux raffiné que sophistiqué. Hein. Je trouve que la sophistication va bien à la femme, je trouve. Ah oui, d'accord. Sans mal, sans comment ? Non, mais je le prends pas mal. Mais je trouve que la sophistication va bien à la femme, je trouve. Quelque chose de plus fin, de plus, Donc voilà, mais malgré le fait que je pense avoir quelque chose comme ça, je suis bien homme, je crois. Vous êtes bien dans votre peau d'homme. Vous avez bien raison. Et troisième question, Thomas, est-ce que vous êtes à l'aise avec la nudité ? Est-ce que vous aimez vous promener nu chez vous, hein, pas non. Après, je conserve quand même quelque chose de très public, mais je crois être à l'aise aussi. Ou quand il y a un regard de confiance, c'est en général dans le regard quand il reste intime, mais non, pas de problème vis-à-vis de ça. D'accord. Eh bien, Stéphane Clerget vous écoute, vous pouvez lui poser une question. J'avais une question sur le fait qu'on parle beaucoup en ce moment de sensibilité, etc. Est-ce que vous avez l'impression que les gens deviennent plus sensibles ? Pas plus fragiles, mais qu'ils soient plus attentifs. Et selon vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Oui, effectivement, les gens acceptent davantage d'être à l'écoute de leur sens parce que c'est quelque chose qui est moins dévalorisé qu'autrefois. Donc on observe ça notamment chez les plus jeunes. Hein. Donc la sensibilité, elle était présente autrefois, mais elle était moins reconnue. Or aujourd'hui, les gens, ils sont davantage sensibles, si j'ose dire. L'inconvénient, ce serait de répondre plus à ses sens qu'à son raisonnement. Il ne faut pas non plus oublier sa raison et que la raison, c'est aussi un très bon outil et qu'il ne faut pas la négliger et se contenter de tout analyser à partir de ses sens. C'est-à-dire que la sensibilité, c'est utile, c'est notre côté peut-être un peu animal, mais bon, il ne faut pas se reposer uniquement là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas oublier ses autres compétences. Il faut aussi savoir raisonner, raison garder, si je puis dire. Merci en tout cas Thomas, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et je rappelle que Stéphane Clerget est l'auteur de ce succès hyper sensible, hyper amoureux aux éditions de La Musardine, un livre qui évidemment a intéressé énormément de lecteurs. On fait une petite pause et on vous retrouve au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Faire le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous, pédopsychiatre. Vous avez choisi de parler du mal d'aimer au sens large du terme et on voit bien qu'il y a beaucoup de situations où on peut en effet beaucoup souffrir. Laurent est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Racontez-nous de quoi vous avez envie de parler.
Eh bien, tout simplement de partager avec vous mon expérience d'un gros, très très gros chagrin d'amour. J'ai aujourd'hui, alors je vais commencer par évoquer comment je suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis en couple, je suis marié depuis un peu plus de 15 ans. Tout va bien avec mon épouse, il n'y a aucun problème. Je suis très attaché à elle, à mes enfants. Voilà, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Cependant, j'ai eu des relations un petit peu avant mon épouse aujourd'hui, et notamment une de mes premières relations amoureuses sérieuses qui s'est un petit peu mal terminée. J'étais encore étudiant à l'époque en fin d'année de bac pro commerce. Et elle était dans le même établissement que moi. On était 2 jeunes adultes. Et bon, c'est plutôt elle qui est venue vers moi parce qu'elle m'a trouvé certainement à son goût, j'imagine. Et donc du coup, au début, c'était une fille, on va dire, relativement banale, pour laquelle je n'aurais pas eu d'attirance si je l'avais croisée comme ça un petit peu par hasard dans la rue. Mais disons que je me suis un petit peu laissé emporter par l'événement, et puis au fil du temps, on a appris à se connaître, j'ai appris à la connaître, à la découvrir. Et sans m'en rendre compte, je me suis énormément attaché à elle, et il était devenu très difficile pour moi d'envisager des week-ends ou des journées sans elle. Enfin, c'était devenu très compliqué. Par la suite, on était devenus presque comme un vieux couple, puisqu'on passait énormément de temps ensemble. Mais bon, par un souci peut-être de manque de maturité, et puis de manque d'écoute de l'autre, on en est venu à des conflits. Enfin, ça c'est bon. Et puis au bout de 4 ans, il y a une rupture. Et j'ai extrêmement mal vécu cette rupture. Ça a été un très gros chagrin d'amour. J'ai mené une vie pendant un an vraiment très très chaotique. Avec des pensées suicidaires, enfin des choses qui étaient pas forcément très agréables. C'est une époque que j'ai pas du tout appréciée. Et jusqu'à aujourd'hui, je regrette cette période qu'on a passée ensemble, parce que je pense encore avoir des sentiments pour elle. Et puis il y a des fois des choses qui refont un petit peu surface, et c'est émotionnellement, je dirais que c'est assez compliqué à gérer, mais bon, avec le temps, ça a tendance à se tasser. Je sais que c'est des périodes qui reviennent, et puis qui vont s'estomper au fil du temps. Mais j'ai l'impression d'avoir gardé un lien spirituel avec elle vraiment très très fort. Je sais pas si c'est réciproque. Je pense pas. Vous ne l'avez jamais revue ? Non, malheureusement non. Alors parce que comme ça à vous écouter, j'émets une hypothèse, c'est peut-être pas la bonne, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'illusion que si vous étiez resté avec elle, ça aurait été beaucoup mieux. Et dans ces cas-là, c'est pas mal de revoir la personne, parce que parfois, ça nous permet de... Je sais pas ce que vous en pensez, Stéphane Clerget. Oui, c'est très vrai, d'être amené à la réalité, puisque l'amour, il y a quand même une part d'illusion très forte. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que j'aurais aimé, parce que la rupture a été faite un petit peu d'une manière non officielle. Ça a été quelque chose d'un peu soudain, un peu inattendu. Il y a pas vraiment eu de choses de fait établies, et ça aurait pu être une engueulade, on va dire, comme n'importe quel couple, et ça s'est fini sur le fait que elle est réellement partie, et puis je sais pas si à ce moment-là elle voulait peut-être, moi on m'a dit qu'elle cherchait un petit peu à me rendre jaloux par son comportement, peut-être pour me faire réfléchir, et puis bon, le fait est que quelques temps après j'ai rencontré une autre personne, et je sais pas si elle l'a su, et puis bon oui, il n'y a pas eu vraiment d'explication sur le fait que la rupture ait eu lieu. C'est ce qui vous laisse évidemment dans beaucoup d'interprétations qui sont pas forcément la réalité, évidemment.
C'est vrai qu'on attend Oui, souvent c'est des ça. explications, mais il n'y en a pas toujours. C'est-à-dire le fait parfois de ne plus être amoureux de quelqu'un, on ne sait pas très bien pourquoi, comme on ne sait pas très bien pourquoi on est amoureux. Donc c'est vrai qu'on attend souvent beaucoup d'explications de la part de celui ou de celle qui nous quitte, mais il ou elle n'est pas vraiment capable de nous en donner, à part nous dire que... Ça voudrait dire que l'amour n'est pas rationnel, Stéphane Clerget? Pas toujours, non, loin s'en faut, quoi. Et au même titre que on est amoureux de quelqu'un, on va l'idéaliser, enfin on voit qu'elle, on a l'impression que tout le monde la regarde, alors que bon, les gens ils sont indifférents. Enfin, il y a une part un peu de folie quand même dans l'amour. Hein. Enfin, mais évidemment, non, mais je suis complètement d'accord, tout à fait d'accord. Je crois, Laurent, qu'il faudrait, et ça c'est vraiment un petit travail que vous pouvez faire avec un bon thérapeute, il faudrait que vous arriviez à mieux définir qu'est-ce qui vous a autant blessé, autant fait souffrir, parce que c'est peut-être la nostalgie de cette période de votre vie qui était peut-être totalement insouciante. Vous aviez, enfin, le monde s'ouvrait à vous. Enfin, c'est quand même ces âges-là, c'est quand même des époques pleines d'espoir et de possibilités. Et après, la réalité nous rattrape. Enfin, vous voyez, ou peut-être que c'est parce que vous dites que vous avez encore
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Stéphane Clerget aujourd'hui, pédopsychiatre, auteur de Hypersensible, hyper amoureux aux éditions de la Musardine. Ça, c'est quand tout va bien, on est hyper amoureux, on est hyper heureux. C'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui, puisqu'on parle du mal d'amour, la maladie d'amour, comme l'a chanté un certain chanteur. Et on va donner la parole à Eric dans un instant. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Quelle est la différence entre une femme et la météo? Si on vous met votre micro, ce sera mieux. On dit souvent que femme varie, comme la météo. C'est exactement ça. C'est jamais possible de savoir quoi prévoir avec une femme, ni avec la météo. Vous avez trouvé la bonne réponse. Bravo, Stéphane. C'est bien la première fois. Ce ne sera peut-être pas la dernière. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous, Eric. Vous avez vous aussi vécu une séparation récemment? Ouais, alors moi c'est un peu comme un décès, c'est presque un deuil en fait, parce qu'en fait j'ai été ghosté totalement depuis 8 mois, du jour au lendemain après 28 ans de vie commune. Expliquez peut-être pour nos auditeurs ghostés, parce que les moins jeunes ne connaissent pas. Alors en fait, pour la faire un peu simple, depuis le début de l'année 2023, je sentais bien qu'il y avait un souci. Mais bon, elle allait avoir 50 ans, sa maman elle était malade, donc je lui ai dit que ce serait peut-être bien si elle pouvait aller en parler à quelqu'un, et parce qu'elle avait toujours voulu faire une thérapie, elle l'avait jamais faite. Et puis du coup, elle a fait cette thérapie. Et en fait, normalement, on devait faire comme un petit break, partir un peu chacun de notre côté en vacances. Et en fait, elle est partie, elle est jamais revenue. D'accord, mais avec un sac, et en fait, elle a attendu que je sois plus là pour venir prendre ses affaires, et voilà. C'est ça, oui. Et après, j'ai appris qu'en fait, elle avait quelqu'un, bien sûr, parce qu'elle n'est pas partie pour être seule, et qu'elle avait quelqu'un depuis plus d'1 an et demi. Bon, là voilà. c'est toujours la même chose. Hein. C'est une forme de lâcheté qui n'est pas à son honneur, mais qui en même temps rend la rupture douloureuse, parce que en effet, on s'est fait avoir pendant 1 an et demi, quoi. Ça, à la rigueur, je dirais, c'est pas ce qui m'empêche de vivre aujourd'hui, mais c'est comme un deuil, en fait. J'ai l'impression que, en fait, c'est comme un deuil, sauf qu'en fait, je sais qu'elle est encore vivante, mais qu'elle est avec lui, et c'est encore plus dur, quoi. Enfin, ça se transforme en haine, ça se transforme en... Quoique, moi, je trouve que c'est une assez belle manière, quand même, psychiquement, j'entends, de voir les choses. C'est-à-dire que, elle est morte pour vous, quoi, d'une certaine manière. Ce qui vous permet déjà de ne pas être dans l'espoir de la retrouver, dans le déni du fait qu'elle soit partie. Donc il y a quand même psychiquement quelque chose de, je dirais, d'assez positif de voir les choses de cette manière-là. C'est ce que j'essaye de faire, mais c'est pas évident au quotidien. Bien sûr, parce que c'est pas non plus la réalité de toute façon. Bien sûr que non. Voilà. Et puis parce que même si la journée on arrive à s'occuper, la nuit les rêves on les commande pas, et moi dans mes rêves je suis encore avec elle, et dans mes rêves elle est encore là tous les soirs. Alors ça c'est bon signe aussi, parce que les rêves permettent aussi de faire ce travail de deuil. Oui, pour l'instant, elle n'est pas encore morte dans mes rêves. Donc, elle n'est pas encore morte, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas que vos rêves, qu'elles soient présentes dans vos rêves, c'est que psychiquement, ça travaille. Et que, je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane, mais c'est plutôt bon signe, je trouve. Oui. Après, c'est vrai que le cerveau est aussi habitué. Il n'y a pas que le cœur. Dans une histoire d'amour, le cerveau est habitué à la présence de l'autre. Donc, il lui faut évidemment du temps pour se déshabituer à cette présence. Donc, le temps est nécessaire. Mais après, on peut l'aider un peu ce cerveau en se disant que une histoire d'amour, c'est comme la vie, un début, un milieu, une fin, et que la fin d'une histoire, ça ne veut pas forcément dire que cette histoire était un échec. C'est une histoire qu'on a eue, mais on peut avoir plusieurs histoires d'amour dans une vie. Alors moi, il y a 2 choses que je voulais dire avec vous. Alors d'abord, l'histoire des rêves. Au départ, dans les rêves, en fait, on était encore ensemble. Aujourd'hui, maintenant, quand je rêve d'elle, elle revient. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dû assimiler à un moment quelque chose dans mon cerveau qui dit qu'en fait, elle était partie pour quelqu'un d'autre, et qu'en fait, là, elle essaie de revenir. Sauf que moi, je la reprends pas dans mes rêves, parce que pour moi, tout est brisé, tout a été détruit. Ça, c'est la première chose sur laquelle je vois l'avancement de votre psychisme, oui. Ouais, voilà, sur les 8 mois. Et la deuxième chose, je l'ai mangé, ça va me revenir. Je sais plus. Voilà. Enfin, en fait, c'est donc là, c'est qu'en fait, du jour au lendemain, on se retrouve tout seul, et la solitude à gérer, c'est juste insupportable en fait. C'est juste insupportable en fait.
Oui, ça revient à ce qu'on disait à Sophie tout à l'heure, hein, cette sorte de sensation de vide qui est insupportable. Oui. Oui, et là, je retrouve le deuil. Je retrouve le deuil dans les termes de solitude. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est ça. Et une dernière chose, j'ai le sentiment, parce qu'on a quand même des enfants ensemble, donc au début, les enfants ont pris un peu parti pour moi, puis maintenant, je sais qu'ils revoient leur mère, et c'est tout à fait normal. Et j'ai l'impression, en fait, qu'elle attend que moi, je remonte tout seul du fond de la piscine, hein, et que quand j'aurai la tête hors d'eau, là, elle reviendra et elle dira, tu vois, finalement, tu vois, j'ai bien fait de partir et quitter ta vie, parce que tu vois, tu t'en es sorti tout seul, et puis, voilà, t'en es sorti grandi et tout ça. Alors ça, par contre, Eric, je vous conseille d'arrêter d'imaginer ce qu'elle peut penser, ce qu'elle peut dire, parce que de toute façon, ce ne sont que des interprétations. Vous avez heureusement quand même la force de considérer que c'est fini, et ça c'est plutôt une bonne chose. Vous n'êtes pas dans l'espoir qu'elle revienne, ni dans l'impression qu'elle va revenir. Donc laissez de côté ce qu'elle peut, elle, penser. Pensez à vous. Vous savez, il y a même des gens qui, après autant d'années de mariage et sans doute de belles années, parce que je pense que vous avez quand même été heureux avec elle, peuvent en venir à déménager pour justement changer de lieu, tellement c'est difficile de se retrouver dans un lieu qui est totalement habité par elle, hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Moi, j'ai gardé la maison. Hein. Je suis resté dans la maison. Alors, changez la décoration. Ça, c'est déjà fait. D'accord, bravo. Écoutez, je crois que vous n'avez pas besoin de nous. Hein. J'ai essayé d'adapter un petit peu à mes goûts à moi, mais ça reste quand même la maison dans laquelle on a pu grandir nos enfants et ça reste la maison. Ah, c'est toute la nostalgie des beaux moments. Oui. Oui, et puis là, on parle d'enfants, c'est vrai que perdre sa femme, c'est aussi perdre la mère de ses enfants. Enfin, ça va au-delà de sa femme, quoi. C'est sa famille. Ils sont grands, donc j'en suis plus à ça parce que je veux dire, ils sont assez grands pour gérer tout seul ce problème-là avec leur mère, et on n'a plus à se voir à la sortie de l'école ou quoi que ce soit. Bon, alors Eric, prenez un chien ou inscrivez-vous sur un site de rencontre. Mais je suis pas prêt pour ça. On m'a inscrit pour me faire plaisir et j'ai rien à y faire pour l'instant. Je suis pas, tant que j'aurais pas résolu tous mes problèmes tout seul, parfois ça peut faire un petit peu d'épaisement, de plaisir. C'est pas forcément une mauvaise idée. Ou alors inscrivez-vous sur un site où on peut faire des sorties ou vous voyez, j'ai envie de vous dire, mais je sais que c'est pas facile, hein, parce qu'on n'a pas envie de ça, mais j'ai envie de vous dire, voyez du monde. J'essaye. Ça, j'arrive à le faire. J'arrive à le faire, et heureusement. Parce que sinon, je sais pas où j'en serais. Mais bon, en fait, mais j'ai déjà appelé plein de fois, et toi, Brigitte, à chaque fois, tu me dis, mais il faut arrêter d'essayer de trouver des réponses où il y en a pas. Mais c'est plus fort que moi, quoi. Il me faut des réponses. J'ai l'impression que sans ces réponses, j'avancerai pas et j'arriverai pas Mais des réponses à quelle question? Pourquoi elle est partie? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Pourquoi elle m'a pas laissé une chance? Voilà, tout ça, des questions qui aujourd'hui. Alors j'ai la réponse parce que c'est une femme. Donc il faut que je prenne un homme maintenant. Alors. Pourquoi pas? Attends, vous avez de l'humour, Eric, ça va. Non, mais oui, je sais bien, mais bon, c'était une femme pendant 28 ans aussi. Alors pourquoi tout d'un coup elle est devenue une femme, en fait? Vraiment, c'est ça, en fait. Non, mais parce que l'amour, vous savez, je crois, Eric, il y a une différence fondamentale entre les hommes et les femmes, et c'est pour ça que j'ai répondu, parce que c'est une femme. Les hommes vont se contenter d'une relation qui n'est plus forte sur le plan sentimental, parce qu'il y a le quotidien, parce qu'ils fonctionnent comme ça. La femme, quand sentimentalement il n'y a plus grand chose, elle a besoin de vibrer, elle va éventuellement prendre un amant, ou alors elle va partir. Et je crois que c'est une différence fondamentale. C'est pas par hasard que c'est pratiquement 80% des cas la femme qui s'en va, et quand l'homme s'en va, c'est souvent parce qu'il a rencontré une autre femme. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez vécu certainement des années formidables, sinon elle ne serait pas restée 28 ans, c'est ce qu'il faut aussi vous dire. Je pense que vous avez au moins eu 20 ans de formidables, et puis ça s'est étiolé, et puis à un moment donné, elle a eu envie de revibrer, et à ce moment-là, il y a toujours un autre homme qui fait vibrer une femme qui a envie de vibrer.
Je ne sais pas si mon explication convient, mais en tout cas, je pense qu'elle il y a la recherche effectivement d'explication, ça, le pourquoi, on sent que c'est quelque chose d'important, comme si le rationnel, l'explication allait apaiser le cœur. Mais dans vos questions, monsieur, quand vous voulez savoir pourquoi, vous pensez qu'il y a quelque chose qui a changé plus en elle ou en vous ? Est-ce que c'est quelque chose en vous qui l'a fait partir ou c'est quelque chose en elle qui aurait changé ? Moi, je pense que l'amour a été grandissant pendant ces 28 ans et que moi, en ce qui me concerne, c'est là où en fait l'abîme est encore plus profonde parce qu'en fait, moi, maintenant les enfants étaient grands, donc on pouvait commencer à ressortir, on pouvait commencer à revivre pour nous et la douleur est encore plus profonde parce que moi, j'avais l'impression que mon investissement était total, quoi. Et elle, je voyais bien qu'elle était pas bien, mais que c'était pas dû à moi, parce que moi, j'avais l'impression de tout faire pour que ça se passe bien. Et c'était juste elle. Alors effectivement, comme dit Brigitte, c'est sûr que elle a eu envie de voir d'autres choses. Peut-être que j'étais le premier grand homme dans sa vie. Elle a peut-être eu envie d'en voir d'autres. Mais moi, la chose sur laquelle j'arrive pas à rebondir aujourd'hui, c'est d'abord cette lâcheté. Alors ça, c'est juste quelque chose que pour moi c'est compliqué à vivre. Et puis c'est surtout, mais à un moment, pourquoi elle n'est pas venue me voir en me disant, écoute, j'éprouve que rien pour toi. Je crois, Eric, qu'il faut que vous travailliez sur ce sentiment de trahison qui est fort chez vous et ça va vous aider à avancer, je crois. Il y a une blessure de trahison là qui me semble importante à analyser et qui va vous permettre de passer un cap. C'est en tout cas ce qui me semble entendre là aujourd'hui. Et complètement, parce qu'en plus cette trahison fait que du coup ça engendrait un manque de confiance en moi total. C'est pour ça que par rapport en tout cas un manque de confiance envers les autres, oui, puisqu'une fois qu'on a été trahi, c'est difficile de refaire confiance. Mais c'est pour ça, travailler ce sentiment de trahison qui va vous éclairer sur vous-même et je pense qu'après ça vous permettra d'aller un petit peu mieux. Bon courage. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, Eric. Merci. Au revoir. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8. Moi, je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant, je peux vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous, pédopsychiatre. On évoque les douleurs dues aux ruptures amoureuses, au chagrin d'amour, etc. Et on voit bien, on a eu des hommes, on a eu des femmes. J'ai envie de dire que c'est douloureux pour les deux. Hein. Il n'y a pas de différence, hein. On l'entend bien. Et c'est Nicolas qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Stéphane Clerget. Bonjour. Voilà, moi j'ai eu des relations avec des femmes, avec des hommes. Voilà, j'ai eu une relation avec une femme qui a disparu que ça s'est arrêté comme ça, sans explication. Et ça fait pas mal d'années déjà. J'ai eu énormément de mal à faire mon deuil du coup. Bon, ça c'était il y a longtemps. Et actuellement, j'ai une relation avec un ami que je connais depuis longue date, et puis je suis tombé un peu sous le charme. Alors, l'amitié et l'amour font autant souffrir pour moi, en fait. Hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Déjà. Oui, vous diriez ça. Ah oui, pour moi, en ce qui me concerne, c'est terrible. C'est terrible, le chagrin d'amour, le chagrin d'amitié, c'est... moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais je vous entends et je respecte votre avis, hein, bien sûr. Et Stéphane Clerget, qu'est-ce que vous diriez ? Non, c'est pas ce que j'entends non plus. C'est-à-dire que les gens marquent souvent des différences, mais c'est intéressant de voir que pour vous, il y a des points communs. Je m'investis énormément en amitié, je m'investis énormément en amour, je fais pas semblant. Je suis entier, je suis vrai, après j'ai des défauts, mais bon voilà. Après En fait, pour vous, quand vous aimez ou quand vous êtes amis, c'est pour la vie, quoi. Donc une rupture, c'est forcément terriblement difficile. Oui, et puis c'est tellement génial, on est tellement porté sur un petit nuage, on voit pas le temps passer, le temps des horloges s'arrête. Donc la personne dont je vous parle, je le connais depuis des années. J'étais en plein deuil, ma maman est partie, donc il était là. Oui. Il était là, je me suis raccroché à son épaule. Hein, je parle plus d'épaule que du reste parce que c'est pas sexuel, c'est plus une épaule que sexe. C'est puis une correspondance sur plein de choses déjà en tant qu'amitié quoi.
énormément de correspondances, de goûts communs, de façon de voir les choses communes. Et puis, au fur et à mesure, appelez mon lapin, il y avait des petits mots gentils, il se collait à moi, il se frottait, il dormait avec moi. Là, ça chante très bien mes tendances quand même. C'est se mettre un peu dans la gueule du loup quand même. Et pour puis, un lapin, oui, c'est embêtant. C'est ça. C'est ça. Et puis on est passé de mon lapin à mon prénom, et puis ça et c'est devenu une lapine, si je peux me permettre. Oui, même pas. Ah bon? Même pas, parce qu'il n'y a même plus d'amitié. Je ressens même plus d'amitié du coup maintenant. Là, je l'ai vu il y a 2 jours, c'est froid, c'est glacial. Il a peur. Il a eu peur. Il a eu peur, il s'est fait peur. Il a eu peur du loup. Ouais, c'est ça. Le lapin qui a eu peur du loup. Non, c'est moi le lapin. Et puis je suis passé, du coup, le lapin c'est terminé. C'était avant, quoi. C'était au début, c'était le petit nuage. Et là maintenant, c'est la froidure, c'est la distance, c'est. C'est là qu'on voit que même, parce que là vous expliquez, vous analysez bien, même avec l'explication, ça n'empêche pas la douleur finalement, si je comprends bien. Non, c'est pas très clair les explications. C'est ambigu parce que là encore, il s'est collé à moi, on est en train de boire un café. Au lieu de s'asseoir en face, il vient s'asseoir à côté, et vas-y que je me colle. C'est moi qui ai changé de place parce que c'est trop douloureux, quoi. Je veux pas le sentir collé à moi, quoi. C'est bon. Et vous avez essayé d'avoir une explication claire avec lui pour lui expliquer que son comportement était confus? Oui, je le dis, bien sûr que j'ai une explication plus d'une fois. Qu'est-ce qu'il répond? Il m'a dit, mais je me rends pas compte, je me suis pas rendu compte. Quand même. Il faut que vous soyez un peu plus ferme et clair chaque fois qu'il a un comportement qui n'est justement pas cohérent par rapport à ce qui se passe entre vous. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Il s'est changé chez moi. Il arrivait il a même pas fermé la porte. Vas-y que je me mets à poil et que je me change, quoi. Après, je dis moi, si tu me fais des trucs comme ça, c'est sûr que faut arrêter de te montrer en plus, sachant ce que j'éprouve pour lui, c'est cruel, quoi. L'amour et l'amitié sont cruels. De toute façon, c'est des choses très, très dures des fois quand ça s'arrête. Mais Nicolas, il faut que vous preniez conscience que quelque part, il ne vous respecte plus dans ce que vous ressentez et la manière dont dont quelque part il vous excite tout en n'allant pas jusqu'au bout, quoi. Et avec des trucs d'humour aussi, des notes d'humour. Des petites voix, c'est rigolo, c'est sympa. C'est même un comportement presque pervers, non, Stéphane Clerget? Oui. On peut avoir une autre lecture. On peut aussi considérer qu'il a besoin de se sentir encore aimé de vous, même s'il est plus amoureux. Donc il a peut-être, lui, égoïstement, ce besoin-là. Oui, se narcissiser par la même manière. Manifestement, il a encore besoin de vous. Il a besoin que vous soyez attaché à lui. Ça lui est nécessaire. Même s'il n'a rien à donner. Et justement, là, ça y est, j'ai pris le ciseau, j'ai coupé. J'ai taillé dans le lard et j'ai coupé là, juste là, il n'y a pas longtemps, j'ai coupé ça. J'ai dit, c'est bon. En plus, il a un ami qui l'appelle tous les soirs, qui est hyper proche, et il a dit ci, il a dit ça, il est parfait. Alors, ça me rend jaloux. Bien sûr, ça me rend, parce que moi, avoir cette relation, vous avez, bravo, Nicolas, une fois de plus, vous vous êtes respecté, et c'est ce qu'il faut toujours dire, quand une relation, le prix de la souffrance, mais en même temps, vous savez, sur le moment, vous souffrez, et puis avec le temps, vous allez faire le deuil, comme on dit depuis tout à l'heure, et puis la nature ayant horreur du vide, vous retrouverez quelqu'un d'autre qui prendra sa place, mais c'est facile à dire, parce que, en effet, entre le moment où on prend cette décision de rompre et le moment où ça peut se remplacer, il peut se passer beaucoup de temps, et pendant tout ce temps-là, on va vivre des hauts et des bas, c'est ça le problème, Stéphane. Il y a des moments où on va dire on a eu raison, ça va mieux, puis il y a des moments où on s'écroule à nouveau, et c'est le yo-yo permanent jusqu'à ce qu'enfin le soleil revienne. Et parfois, effectivement, la rupture peut être nécessaire si on veut pouvoir avoir une deuxième chance en amour. Bien sûr, ou une troisième, ou une cinquième, évidemment. Merci beaucoup, Nicolas. On fait une petite pause, on va retrouver le Love Conseil, une baisse du désir chez les hommes. Pourquoi? On en parle dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Articule. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, Stéphane Clerget, les hommes aussi sont en baisse de désir depuis quelque temps. Alors pourquoi on parle de cette baisse de désir masculin qui est due à l'andropause, hein. Enfin, ça s'appelle plus comme ça maintenant, ça s'appelle DALA. Donc c'est généralement une baisse de testostérone, certes, mais on va plutôt parler de la baisse de désir masculin en général, parce qu'il y a beaucoup d'hommes jeunes qui connaissent aussi cette baisse de désir. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être rappeler que la sexualité, ça s'articule autour de trois éléments principaux, hein. On a du désir et on va se masturber, ou on va fantasmer, ou on va avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, hein. Et c'est vrai que la masturbation a beaucoup pris le pas dans les relations aujourd'hui, grâce notamment à la pornographie ou à cause de la pornographie. Vous mettrez le mot que vous voulez, ça me regarde pas. Et du coup, ça bloque un peu la fantasmatique, qui sont donc un peu absents. On sait que les fantasmes sont un des meilleurs supports du désir. Donc déjà, il y a ça à comprendre. Et puis, il y a évidemment la peur des femmes ou l'incapacité à savoir comment on doit les approcher aujourd'hui. Et ça aussi, ça a eu des effets assez importants sur la libido des hommes. Comme si avoir du désir pour une femme, ça pouvait devenir dangereux, hein. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Oui, vous l'entendez, j'imagine, auprès de vos patients. Donc, il y a des hommes qui préfèrent éviter le sexe, ce qui veut bien sûr dire qu'ils en sont peut-être pas totalement conscients. Et puis dans les couples, on sait que de plus en plus les femmes ne se sentent pas obligées de faire le devoir conjugal, et c'est très bien, mais comme elles se refusent, les hommes n'osent plus trop leur demander, et puis à ce moment-là, leur désir diminue, parce que moins on fait l'amour, moins on a envie. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire quand dans un couple, par exemple, le désir masculin n'est plus là? Il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé, où sont les inhibitions, les blocages. Est-ce qu'il y a encore quand même de la masturbation? Est-ce qu'il y a encore des désirs dans l'esprit? Et puis parfois, simplement de se forcer un peu à refaire l'amour pour mettre un terme à ce cercle vicieux, pour en faire un cercle vertueux, ça peut marcher aussi. Enfin voilà. Oui, je trouve que vous avez fait une bonne analyse d'une situation dont on commence à parler aujourd'hui. C'est vrai que il y a le porno, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a une vraie révolution dans les relations au sein des couples, et dans les attentes des femmes, dans les craintes des hommes. Il y a même des craintes légales, judiciaires, si j'ose dire, hein. Oui. Mais je reste confiant, parce que je pense qu'il va y avoir une possibilité peut-être d'une évolution aussi du plaisir dans le couple, qui passera pas forcément par une relation sexuelle avec pénétration systématiquement, mais peut-être d'autres approches plus complémentaires, que le désir puisse s'exprimer d'autres manières. Et ça pourrait être ça, la chance des couples, et aussi la chance des hommes. Oui, il faut réapprivoiser les relations entre les hommes et les femmes. Hein, réapprendre à aimer. C'était nécessaire de passer peut-être par ce stade. Hein, et donc, il faut réapprendre à se découvrir. Moi, ce que je voudrais juste rappeler aux femmes qui nous écoutent, si votre homme est en baisse de désir, si vous avez l'impression qu'il a plus envie, souvent, n'essayez pas de mettre des lingeries affriolantes, etc. C'est pas tellement ça qui va marcher. Admirez-le à nouveau. Et en général, un homme qu'on admire a à nouveau du désir pour nous. Voilà. Oui. Admirez-le et occupez-vous de lui aussi. C'est-à-dire que prenez aussi l'initiative. Aujourd'hui, on en est là. En tout cas, je vois dans les jeunes couples. Oui, absolument. Dans les très jeunes couples, oui. Ah oui. Les femmes prennent autant l'initiative que les hommes maintenant. Et c'est ce que les hommes attendent. J'ai jamais vu autant d'hommes, entre guillemets, passifs avec leurs compagnes chez les jeunes gens. D'accord. Tout ça, c'est important, de s'adapter au nouveau code d'une société. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous, Philippe. Alors, vous aussi, après 16 ans de mariage, votre femme est partie comme ça du jour au lendemain ? Voilà, tout à fait. Ça a été très subite, ça a duré pendant un mois à peu près. Et surtout, ce qui m'a fait mal, moi, c'est le mensonge pendant un mois. Le fait de partir et de pas s'expliquer, de pas se parler au bout de 16 ans, je pense qu'on peut arriver à se parler. On doit pouvoir se parler quand même un minimum.
même si ça dure un petit moment, donc pour essayer de comprendre, quoi. Mais je suis bien d'accord, on est bien d'accord, Philippe. Mais il n'y avait aucun signal d'alerte ? Non, ça a été très très subi. Et ce qui m'a fait le plus mal aussi après, c'est que finalement ça a duré 6 mois. Elle est partie avec la personne qu'elle avait rencontrée. Ça a duré 6 mois et puis après plus rien du tout, quoi. Et puis maintenant, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Et mon ex-femme se retrouve toute seule et puis voilà, quoi. Moi c'est l'impression que c'est du gâchis, quoi, qu'il y a eu, alors que même au bout de la relation avec l'autre personne, j'étais prêt à ce qu'on reparle et à ce qu'on se remette ensemble. Mais vous voulez dire, Philippe, que si elle vous avait dit, écoute, actuellement j'ai une relation, j'ai envie de la vivre, mais j'ai pas envie de te quitter, vous auriez accepté, vous seriez restés ensemble et ce serait finalement mieux pour vous aujourd'hui ? Oui, ça aurait été beaucoup mieux, oui, plus que le mensonge pendant tout ce temps et pendant le mois où il y a eu la séparation, quoi. Oui, moi je pense que comme dans beaucoup de couples, c'est le manque de communication qui a fait aussi que... Oui, je sais bien. Mais ce qui est compliqué, et là je vais le dire de manière très claire, quand on est en couple et que le couple va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... même s'il n'y a plus l'amour et la passion du début, mais que le couple va bien, quand on vit une relation extra-conjugale, ça s'appelle comme ça, après tout, vaut peut-être mieux la vivre discrètement et puis d'attendre de voir que de partir comme ça sur un coup de tête, parce que finalement c'est un peu ce qu'elle a fait, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, et puis ça s'est très mal passé, quoi. Donc après, je dis pas, c'est pas normal, mais effectivement, quand on ne connaît pas la personne, on sait pas. C'est tout beau, tout flamme, au début, voilà, évidemment. Et elle s'est rendue compte qu'en finale, finalement, les fruits dans son jardin étaient meilleurs que les fruits du jardin d'à côté, comme on dit. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis maintenant, on se reparle beaucoup, on se voit souvent. Mais moi, j'ai du mal à faire confiance de toute façon. Après, et puis je suis pas sûr qu'elle ait envie non plus. Donc après, il faut que ça soit tous les deux, quoi. Il faut voir s'il y a quelque chose de réellement cassé ou pas. Ça, c'est... Oui, c'est surtout la confiance aussi. Après, c'est difficile de refaire confiance à quelqu'un qui a menti pendant longtemps, et puis qui est parti comme ça du jour au lendemain sans s'expliquer, quoi. En tout cas, si vous voulez redémarrer quelque chose, je pense que c'est important de démarrer une nouvelle histoire. C'est-à-dire qu'il faut, si elle vous attire encore, si vous l'aimez encore, l'idée c'est de à nouveau lui faire la cour, tenter de la séduire, voir elle si de son côté aussi elle a ce projet-là. Mais l'idée c'est de démarrer une autre histoire, c'est pas chercher à reprendre l'histoire précédente. Oui. Et il y a la question, encore une fois, du pardon, qui n'est possible que si elle se rend compte de ce qu'elle vous a fait subir. Vous ne pouvez lui pardonner qu'à partir du moment où elle a réellement... d'abord, il faut qu'elle vous demande pardon, qu'elle s'excuse et qu'elle comprenne ce que vous avez traversé, quoi. Oui, parce que moi ça a été terrible, ça a été dur, j'avais perdu 10 kilos, je me suis retrouvé avec les enfants tout seul, c'était vraiment très compliqué. Oui, elle vous a lâchement abandonné. Oui, c'est ce qui s'est passé. Bon, après, je lui en veux plus, je lui en ai voulu beaucoup, maintenant je lui en veux plus non plus. Mais est-ce qu'elle s'en veut ? Est-ce qu'elle s'en veut, elle ? Non, je crois pas. Est-ce qu'elle reconnaît ses torts, alors, pour utiliser un mot plus large? Non plus, non. Pour elle, c'est normal. Et puis, même là, si elle est toute seule, j'ai l'impression qu'elle se punit, puisqu'elle est vraiment toute seule. Elle est... Et vous êtes tout seul? Oui, moi aussi, oui. Bon, peut-être qu'il faut que vous trouviez quelqu'un. Ouais, alors c'est pas évident de refaire confiance, c'est pas évident de rencontrer du monde aussi, j'ai 55 ans.
Un homme gentil de 55 ans, je peux vous assurer que vous allez en trouver une femme qui sera intéressée par vous. Alors ça c'est pas une non. En revanche, ce que vous avez dit est important. Comment refaire confiance? Et ça, on en a déjà parlé tout au long de cette émission, Stéphane Clerget. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Philippe? Faire confiance, c'est toujours une prise de risque. Mais là, si c'est avec une autre personne, c'est pas refaire confiance, c'est faire confiance à cette nouvelle personne. C'est à chaque fois une première fois avec quelqu'un d'autre. Donc, et à la fois, il faut vous dire que l'autre aussi doit vous faire confiance. Donc, c'est une prise de risque partagée. Et c'est ce qu'il y a de beau dans la relation amoureuse, c'est qu'effectivement, on donne sa confiance en sachant qu'elle peut être trahie. Et puis moi, je vais dire autre chose, Philippe. Au fond, vous lui avez fait confiance pendant quelques années, ça a duré 15 ans. 15 ans, ouais. Bon, c'est pas mal finalement. Vous avez pu lui faire confiance 15 ans. Et puis après, ok, elle a un peu trahi votre confiance, mais pendant 15 ans, ça a marché. Donc vous voyez, ça vaut quand même le coup de faire confiance. En sachant que c'est pas un deal définitif, c'est un deal provisoire. C'est pas, vous savez, c'est comme parfois on va être embauché, mais on n'a pas un emploi définitif. Donc il faut de plus en plus, oui. Le monde du travail est comme. Mais le monde de l'amour est aussi un peu comme ça, je trouve. Oui. On est dans une société où on peut zapper plus facilement. Oui, où les contrats n'ont aucune valeur, qu'ils soient mariage ou pax, ça n'a plus aucune valeur, c'est des contrats. Donc oui, il y a toujours une prise de risque, il faut l'accepter. On y met fin enfin voilà, c'est pas si simple de mettre fin à un mariage. Je pense qu'il ne faut pas se priver d'aimer et d'être aimé à cause de la crainte de la trahison, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a ce risque-là. Mais au même titre qu'on vit en sachant qu'il y a le risque de mourir et de tomber malade, mais c'est pas pour ça qu'on renonce à la vie. C'est un risque assez sûr, en plus. Et en plus, c'est sûr. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas renoncer à l'amour sous prétexte qu'il y a le risque que ça s'arrête. Vous voyez, ça serait dommage. Vu sous cet angle, Philippe. Oui, mais j'y crois encore. J'y crois encore. Bon, alors, faites confiance. Écoutez, vous êtes pas. Regardez, vous vous êtes relevé. Ça a été dur, mais vous vous êtes relevé. Bon. C'est ce que je me dis aussi, c'est parce que c'est vrai que ça a été très dur. Et puis. C'est vrai que c'est la bonne nouvelle, ça quand même, c'est quand même très important. Il y a des gens qui se relèvent jamais. Oui. Donc ça, c'est rassurant. Ça a été grâce à mes enfants aussi. Mes enfants c'est grâce à vous. Bien sûr qu'il y a des gens autour de vous qui vous ont aidé, mais c'est grâce à vous. C'est grâce à votre force intérieure qui, à un moment donné, a repris le dessus. Et l'élan vital était là. Et donc, moi, à mon avis, dans très peu de temps, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, au moins à vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Philippe. On fait une petite pause et c'est Agathe qui va conclure avec nous. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons conclure, Stéphane Clerget, avec Agathe qui est avec nous. Bonjour Agathe. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Écoute, je vous appelle parce qu'en fait, je suis un peu à la situation opposée à Eric, c'est-à-dire que la situation est celle-ci, je suis en plein divorce, 30 ans avec un mari, 2 enfants, et qui m'a trompée plusieurs fois pendant ces 30 ans, peut-être même depuis le début, mais qui est là, qui vit une double vie depuis 4 ou 5 ans avec quelqu'un. Donc j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui m'ont dit mais pourquoi tu le quittes pas, et tant qu'on n'a pas le déclic, en fait on n'a pas le déclic. Et en fait, donc ça va se terminer, mais la question que j'avais à vous poser, c'était pourquoi, alors que c'est moi qui demande le divorce, alors que je ne veux plus jamais le voir, je le vomis, pourquoi est-ce que je souffre autant encore, alors que c'est moi qui le quitte? Alors évidemment, j'imagine qu'il y a comment on appelle ça, la souffrance liée à la trahison, mais bon, j'ai hâte de plus jamais le voir, que ce soit fini, et je souffre tous les jours parce que je l'imagine avec sa nouvelle copine qui a évidemment 20 ans de moins. Oui, ça c'est la jalousie, c'est autre chose. Mais peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas assez en colère que vous souffrez autant. Stéphane Clerget, qu'est-ce que vous pourriez dire à Agathe?
Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions à l'occasion d'une rupture et vous avez raison de le pointer. Il y a de la colère que parfois on n'ose pas exprimer. Donc, et cette colère se transforme parfois en angoisse ou en chagrin apparent. C'est vrai que c'est important de la laisser s'exprimer. Ça suffit pas, mais ça doit être une étape nécessaire avant de peu à peu se détacher. Et quand je parle de colère, c'est même aussi une colère contre soi. C'est-à-dire que vous semblez avoir passé 30 ans de votre vie avec cet homme, donc vous avez donné à cet homme, et là vous êtes obligé de vous rendre compte de l'échec que c'est, puisque vous prenez à juste titre, me semble-t-il, la décision de partir, de divorcer, mais c'est un échec vis-à-vis de vous-même aussi. Et ça, parfois, ça fait terriblement souffrir, et on souffre, on ne sait pas pourquoi on souffre, et parce que c'est violent de se rendre compte qu'on s'est trompé quand même. Ouais, qu'on s'est laissé abuser, que c'était un menteur fini. Il a monté des trucs pas possibles en me faisant croire des choses et c'était pas vrai. Il a fait beaucoup de mal aux enfants aussi. Et donc je suis heureuse d'avoir déclenché le divorce. Mais c'est cette... Alors, quand vous dites que je suis pas en colère, si, je suis super en colère. C'est vrai que, mais bon, j'ai pas trop intérêt à le montrer, en tout cas en sa présence, parce que ça se traduit en main courante et il me fait passer pour une folle. Non, donc, bien sûr, il faut manœuvrer parce que vous avez affaire à quelqu'un de pervers, ça semble évident. Mais vous avez, il va falloir vous reconstruire, il va falloir manœuvrer comme vous le dites. Tout ça est forcément terriblement douloureux. Et puis vous savez pas combien de temps ça va prendre. Vous êtes, j'allais dire, en pleine tempête. Oui, c'est sûr. Oui, non, c'est sûr, c'est une tempête. À la fois, je suis, comment dire, j'ai pas découvert ça du jour au lendemain, mais je me dis pourquoi j'ai pas fait ça avant. Alors peut-être que j'étais pas. En fait, si, je pense que c'est quand on souffre et qu'il y a un surplus de douleur que là, en fait, c'est une espèce de survie. On se dit, non, mais là, faut que je m'en aille, sinon je vais mourir. Et vous vous demandez pourquoi vous ne l'avez pas quitté avant? C'est un peu ça la question? Le reproche que vous faites? En fait, ma question, c'est surtout de savoir pourquoi. Alors que maintenant, je sais que je vais le quitter, parce qu'il a proposé de voir les enfants pour Noël, pour les anniversaires. Mais vous venez de le dire, Agathe. Vous n'avez pas pu le quitter plus tôt parce que ça aurait été terriblement douloureux. Et vous le quittez aujourd'hui, mais c'est encore terriblement douloureux. Mais un peu moins que si vous l'aviez quitté il y a 10 ans. Et donc vous avez vous-même votre réponse. Oui, vous avez raison, ouais. Vous voyez, c'est tout ce que vous avez mis, parce que vous êtes certainement comme beaucoup de personnes qui tombent sur des pervers, vous êtes une très belle personne, peut-être que vous avez eu envie d'être très généreuse avec lui, vous avez fermé les yeux parce que quelque part ça vous arrangeait dans le sens où ça vous évitait de souffrir, enfin vous voyez, et là tout ça vous rattrape, c'est une sorte de tsunami qui vous a rattrapé et forcément avec beaucoup de douleur. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce qu'au début j'étais dans l'action du divorce et puis là et ça va être long et vous allez traverser des moments qui vont être terriblement difficiles et donc prenez soin de vous et c'est normal que vous soyez terriblement dévasté. Et faites pas le bilan de votre vie uniquement à l'aune de cette relation et de ce qu'il est. C'est-à-dire que dans les années où vous étiez avec lui, mais vous étiez aussi avec vos amis, vos collègues, vos enfants, et il résume pas toute l'existence passée quand même, ce type. Oui, c'est sûr que tout à l'heure j'entendais, vous disiez à une autre personne que il y a eu des bons moments, donc il fallait pas renier toute cette période. Donc en effet, il n'y a pas eu que des choses mauvaises. Mais si vous voulez, il s'est pas roulé par terre pour me garder quand je lui ai donné la lettre de divorce. Donc tant mieux, sinon vous seriez encore avec lui. Oui, c'est vrai, mais c'est ça, je devrais être super contente que ça se passe comme ça, parce qu'il y a parfois des gens qui veulent pas divorcer, et pourtant je suis vraiment pas bien. Et en fait, j'ai mon prof, en fait mon coach c'est mon prof de karaté, donc il me dit soit c'est chez toi, tu
pleures, tu vois plus personne et tu dors toute la journée, ou soit tu fais. Mais Agathe, vous êtes, non, il est gentil, mais il est peut-être un très bon coach, mais c'est pas un psy. Vous êtes dans l'ambivalence de l'amour et la haine, et c'est complètement. Et c'est toujours très douloureux, cette ambivalence, parce que vous ne savez, enfin, même vis-à-vis de vous-même, vous êtes paumé. Vous vous rendez compte comment c'est difficile d'être paumé vis-à-vis de soi-même, parce qu'il y a des moments où vous avez la nostalgie des bons moments, et c'est un petit peu comme une addiction, vous savez, ce genre de moments. C'est-à-dire que par moment vous vous dites oh, quand même j'étais bien, pourquoi je m'en vais, et presque une envie d'y retourner. Et puis en même temps votre raison vous dit mais non, mais il faut que j'arrête, ça me fait du mal, vous voyez. Ah non, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Mais alors pas du tout. Et c'est vrai que cet été, il est parti avec sa maîtresse. J'ai arrêté de fumer en me disant je vais pas être là à me détruire alors que lui il est à la plage. Tout va bien à l'hôtel. Voilà. Et non, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Mais vraiment, je sais pas ce que c'est que cette douleur qui est au fond de moi. Peut-être c'est la trahison, vous dites, la trahison, le regret peut-être, des regrets, des remords, pourquoi je suis allé avec lui, pourquoi j'ai pas pris un autre, pourquoi j'ai pas accepté ce type qui me plaisait quand j'avais 20 ans, pourquoi... L'idée c'est on essaie tous de vouloir refaire le film, et de refaire sa vie, mais on va pas le refaire. Par contre, il vous reste 20, 30 ans en très bonne santé. Par contre, ces 20, 30 ans-là, il va falloir vous en occuper et pas tomber sur le même type de mec. Oui, mais j'ai essayé, Et après, c'est vrai, je me disais, bon, plus tard, une fois que le divorce sera fini, j'aimerais bien aller sur des sites de rencontres, mais j'avoue que j'ai un peu peur, je sais pas pourquoi, mais j'ai des amis qui m'ont dit, mais attends, de toute façon, tu vas trouver quelqu'un, c'est pas... Alors bon, il y a plusieurs façons de trouver quelqu'un, si vous voulez, je suis pas... Faudra bien le choisir, mais pourquoi pas au karaté, pourquoi sur un site de rencontre? Non, mais c'est vrai que moi, je suis assez optimiste, donc je me dis bon, peut-être que je vais replonger et que je referai confiance à quelqu'un. Enfin, je ferai plus attention. Vous savez, Agathe, vous avez des moments de douleur intense. On a entendu ça tout au long de ces 2 heures, et on voit bien à quel point c'est normal d'avoir des douleurs intenses. Moi, ce que je voudrais juste dire, peut-être, parce que c'est un conseil un peu général que je donne, mais qui peut-être vous parlera. Dans ces moments-là, il faut l'accueillir, cette douleur. Il faut l'accueillir parce que de toute façon, c'est en l'accueillant qu'elle va pouvoir être digérée, qu'elle va pouvoir être élaborée. Il faut pas essayer de la nier. Et puis, bien, si ça fait très très mal, on pleure, on crie, on en fait quelque chose de cette douleur. Et à ce moment-là, elle va pas, comment dirais-je, elle va pas nous empoisonner. Oui, quand j'utilise ce mot, c'est bien parce que ça peut être un poison. Ça fait mal, c'est normal que ça fasse mal. C'est comme quand on se coupe un doigt ou qu'on a une douleur physique. Et ça fait parfois beaucoup plus mal qu'une douleur physique parce qu'il suffit pas de prendre un Doliprane pour aller mieux. C'est sûr, c'est sûr. Stéphane Clerget, je vous laisse conclure. Oui, non, c'est vrai que les blessures d'amour font partie finalement des douleurs les pires. Hein. C'est le privilège pas seulement des humains, sans doute le privilège des mammifères, mais c'est effectivement, on est des êtres d'attachement pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Et à cause de vous, Stéphane Clerget, on a parlé du pire aujourd'hui. Voilà, merci. Bon, en tout cas, pour le rendre un peu moins pire. Oui, enfin, en tout cas, j'espère qu'on aura donné quelques pistes à tous ceux qui nous ont appelés et tous ceux qui nous écoutent, parce que évidemment, on en connaît tous des chagrins d'amour. Votre dernier livre, Hyper sensible, hyper amoureux, c'est aux éditions de la Musardine, ça existe en poche. Et puis demain, on va rester un petit peu sur le même genre enfin pas tout à fait le même sujet, mais enfin avec Sandy Boulanger qui travaille beaucoup sur les questions du toucher. On va évoquer le dégoût, la répulsion dans une relation. On s'aime, on s'est aimé, et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il pose la main sur notre dégoût physique, notre cuisse, et puis on n'a qu'une envie, c'est qu'il l'enlève, ou elle. Je
crois que ça peut arriver aussi bien aux hommes et aux femmes. Pourquoi ? Comment on peut l'expliquer ? On en parlera avec vous, bien sûr, si vous avez envie de témoigner. Et puis, tout de suite, comme tous les jours, vous recevez Alexandre Dolovan. Merci beaucoup, Stéphane Clerget. Et puis, je crois qu'on a envie d'embrasser tous ceux qui sont en chagrin, en souffrance en ce moment. On est de tout cœur avec vous. Et il n'y a que le temps, de toute façon, qui fait que ça s'efface. Oui. Mais comme vous l'avez dit, accueillir la douleur et l'accepter et patienter. Voilà. Merci Stéphane. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. France